Voilà. Oui, alors ce travail a été évidemment un travail de groupe, hein, avec plusieurs auteurs qui sont plus ou moins spécialisés dans chaque domaine. Moi, je travaillais davantage sur la place de l'histoire racontée dans le roman à Galeote et de l'exposition, dans la place dans la politique d'ensemble de Paoli. Alors, si vous voulez, on va en parler un peu, et puis ensuite, le mieux sera d'avoir un échange, hein, peut-être. Nous ne sommes pas très nombreux, bon, ça tombe, je dirais, bien, hein, de ce point de vue-là. La création de la marine de Paoli vient au moment où il instaure progressivement un État à part entière, hein, puisque bien sûr, avant Paoli, il y a eu une révolution corse, il y a eu 25 ans avant lui, hein, de révolution corse, mais avec des bricolages institutionnels, des petites décisions, etc. Là, il s'agit clairement, c'est dit dans le préambule de la Constitution de 1755, il s'agit d'unifier les choses qui ont été créées et de faire un État qui va durer. La grande nouveauté, c'est ça, c'est que ce n'est plus une organisation provisoire en attendant de trouver un accord avec X ou Y, etc. C'est un État qui doit durer. Et donc, c'est comme si on avait des cases, hein, notées de ce que doit être un État, et Paoli va les cocher toutes successivement. Avec, bon, c'est pas la peine de revenir dans le détail, mais avec bien sûr la Constitution, on en parlait là, la capitale, le Corté, le drapeau, dont on aura à reparler, la monnaie, le journal officiel, l'armée de métier, bien qu'il ait été contre le principe, mais bon, il a vu un peu la nécessité, et la marine. Et la décision de créer la marine vient au milieu de toutes ces décisions. Elle vient en 1760, de manière un peu, théorique uniquement, hein, parce qu'on fixe des tas de règles très précises pour quelque chose qui n'existe pas encore, hein, pour le faire exister. L'idée en 1760, c'est d'autoriser tout Corse qui le veut à avoir un bateau et à l'armer en course, comme on disait, hein, en faire un bateau corsaire, en demandant l'autorisation à l'État qui donne un sauf-conduit, un passeport, et également, quand il prend des bateaux ennemis, de les ramener au port et de déclarer le bateau et son contenu aux autorités, hein, puisqu'il y a deux ministères, disons, qui s'occupent de ces aspects-là, qui vont s'occuper. À remarquer aussi que l'autorisation vaut aussi pour les étrangers, qui seraient intéressés pour travailler pour l'État corse. Donc d'abord, c'est de la guerre de course. Progressivement, il va y avoir aussi des bateaux de la nation, hein, pas beaucoup, 3 ou 4, enfin on va revenir sur ce qu'étaient ces bateaux, avec des équipages beaucoup plus nombreux, un armement aussi beaucoup plus important. Alors pourquoi est-ce que c'est si important, la marine, hein? Je crois qu'on peut remarquer que Paoli, évidemment, ce n'est pas un homme de la mer, ni même du bord de mer, hein, il est de Morosalia, bon, grand Porto di Mare, bien connu. Mais ceci dit, il a passé 15 ans en exil, toujours dans des villes maritimes, c'est-à-dire qu'il a vécu à Naples, il a vécu à Gaète, il a vécu à Porto Longone, à l'île d'Elbe, etc. Donc il a vu l'importance du commerce en particulier pour la richesse d'un État. Deuxième chose, il pense, parce qu'il y a beaucoup de lettres, hein, de Paoli sur ce sujet avant de prendre la décision, il pense que les îles, en fait, il y en a de deux types. Il y a des îles sans marine, ce qui a été le cas de la Corse jusque-là, qui est le cas de la plupart des îles. À partir de là, elles sont soumises aux agressions. Leur commerce est dominé par ceux qui ont eux-mêmes des bateaux. Et leur territoire peut se retrouver en partie vidé et colonisé. Ce qui a été le cas de la Corse, hein, la colonie génoise d'une part, les villages abandonnés à cause des attaques turques. Donc, il y a cet aspect-là. Autre aspect, la guerre des Corses, depuis un bout de temps, depuis 1730, se fait contre une grande puissance maritime, hein, puisque Gênes
c'est pas du tout une grande puissance militaire, c'est une puissance commerciale et financière qui a du poids en Europe pour ça, uniquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre une puissance de ce type? Il faut la combattre sur son territoire, qui est la mer. Autrement, les battre en Corse, bon. Et également, j'en oublie certainement, on va en trouver d'autres. Également, pour prendre les villes du bord de mer, occupées par les Génois, Ajaccio, Bastia, etc., on voit que depuis le début, on ne peut pas, les Corses n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas de matériel de siège, les villes sont occupées, et les villes sont ravitaillables par la mer de toute façon. Et il y a eu un exemple quand même pas longtemps avant, en 1745, c'est la seule fois où les Corses ont pris une ville, c'est Bastia, parce qu'ils avaient la flotte anglaise. La flotte anglaise arrive devant Bastia, on pourrait raconter l'histoire, c'est assez... on prend une minute pour ça. Les Corses assiègent la ville, les Corses et les Piémontais assiègent la ville. Arrive la flotte anglaise, un officier anglais va voir le gouverneur, il lui dit « il faut rendre la ville à Rivarol ». Le gouverneur dit « tout ce que j'ai pour Rivarol, c'est la corde pour le pendre ». L'autre dit « très bien ». À minuit, le bombardement par la flotte commence. Presque toutes les maisons de la citadelle de Bastia sont détruites. Et à 3 heures du matin, le gouverneur monte dans une barque et s'en va à Calvi. Donc là, on a vu l'exemple que la manière de gagner des guerres en Corse suppose qu'on ait des bateaux. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments. Alors, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des bateaux matériellement, bon ça on va les acheter ou on les a déjà, on va les compléter. Il faut également des marins. Alors des marins, des Corses qui ont une tradition maritime, il y en a dans quelques villes, il y en a à Bonifacio, à Bastia, à Ajaccio. Mais ces villes, on ne les contrôle pas. Donc la seule région qui puisse être contrôlée et qui a beaucoup de marins, c'est le Cap Corse. Donc première étape, il faut prendre le Cap Corse. À un moment donné, ça devient une priorité et c'est gagné en quelques années, sauf Machina. Bon, enfin, on ne va pas entrer dans le détail de ça. Et donc les Cap-Corsains vont jouer un rôle très important dans la suite. Alors on peut remarquer aussi que c'est une population qui au début était plutôt hostile à la Révolution corse, parce que c'est une zone riche qui est dans le système commercial méditerranéen, avec de la culture de la vigne, des exportations de vignes. Et au début, la révolte corse, ça leur apparaît une révolte de montagnards misérables. Oui. Tandis que là, il y a une évolution progressive, et donc la majorité du Cap Corse est paoliste. Ensuite, donc, qui vont être les gens, justement, les patrons de bateaux? Surtout, oui, d'abord, le nombre de bateaux. Le nombre de ces bateaux, il ne faut pas mythifier non plus, parce qu'il y en a eu une quinzaine. C'est souvent difficile à savoir exactement, parce que, mettons, un est pris par les Génois, un autre, il a deux commandants qui finalement décident de s'associer pour en prendre un plus grand, etc. Donc c'est difficile vraiment à fixer. Sur ces 15 à peu près, il y a 4 bateaux de la nation, beaucoup plus solides et comme à Galéote, justement, qui est un cadeau de Malte au départ. Et tous ces bateaux, eux, vont pouvoir éventuellement faire la guerre maritime, mais uniquement ceux de la nation. Pour le reste, il faut voir que ce n'est pas une flotte faite pour des batailles navales, dans l'ensemble. C'est une flotte faite pour la course, pour s'emparer de bateaux de commerce ennemis, et donc il faut avant tout que les bateaux soient légers. Il faut qu'ils soient légers pour rattraper les bateaux de commerce en question, et éventuellement pour fuir eux-mêmes s'il arrive des bateaux de guerre génois. Donc, qui sont les patrons ensuite? Bon, surtout Cap-Corsain. Mais on peut remarquer quand même qu'il y a plusieurs Bastiais et des Ajacciens. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui prennent quand même des risques, puisqu'ils sont de villes contrôlées par les Génois, et ils vont quand même faire la course pour la Corse.
Et il y a par exemple un Giorgio Stefanopoli à Ajaccio, qui non seulement est ajaccien, mais visiblement d'origine grecque, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est rallié au pouvoir paoliste. Donc, il y a cela. Il y a des étrangers. Hein. Il y a plusieurs Toscans et un Maltais. Hein. Donc là, on retrouve, enfin, on pourra en reparler un peu tout à l'heure, la popularité quand même des Corses dans un certain nombre d'endroits en Méditerranée. Essentiellement Livourne. À Livourne, quand des bateaux corses entrent, la foule les acclame, etc. Hein. Livourne, la Toscane en général, Malte, et même la Tunisie, hein, à la suite des accords entre Pascal Paoli et la Tunisie. À un moment donné, on peut en reparler. Donc ça, ce sont les commandants de bateaux. Qui commandent la flotte dans son ensemble. Alors là, il y a eu des tas de débats, parce que Boswell dit c'est le comte Pérez. Le comte Pérez, je dirais 2 mots de son histoire qui est intéressante, mais ce comte Pérez, Boswell dit c'est l'amiral. Bon, visiblement, ce n'est pas vraiment l'amiral, c'est le chargé de toute la logistique, ce qui est déjà beaucoup. C'est lui qui s'occupe des achats de bateaux, des constructions de bateaux, des accords éventuels avec d'autres puissances, etc. Mais l'amiral, si on ose dire, c'est Paoli. C'est clair que Paoli s'est penché dans le détail, dans toute l'activité des corsaires. Il y a des cas où il va dans le Cap Corse, visiblement, pour suivre leur activité. Il écrit des lettres en disant « un tel est sorti aujourd'hui », et puis c'est lui qui leur dit de sortir ou de ne pas sortir. Donc il a quand même pris un rôle important là-dessus. Autre chose nécessaire, donc, ce sont des chantiers de construction de bateaux, comme il y en a de signalés dans le livre à Galeotta. Il y en aura un grand à Centauri, où Paoli exagère un peu avec enthousiasme, comme ça lui arrive parfois. Il dit c'est Livourne. C'est formidable, c'est comme Livourne. Bon. Ensuite, il y a aussi 2 autres petits chantiers pour des bateaux plus petits, qui sont à Ferring ou les Farinol, hein, comme on dit parfois, et à Prunette et à Cervione, au bord de mer à Cervione. Donc, normalement, tout existe pour que la flotte fonctionne bien. Et on voit qu'assez vite, le commerce génois est vraiment très gêné par tout ça. Et les Génois essaient de faire une contre-course, mais ils n'y arrivent pas réellement. Et on voit des cas, bon, il y a quelques lettres qu'a étudié Antoine-Marie Graziani, où on voit que un bateau corse a pris 4 bateaux génois en 2 jours. Il les a ramenés, ensuite il est ressorti, il en a pris encore 2. Bon, c'est quand même gênant. Comment ça faisait ? Voilà. Autre aspect qui est intéressant également, c'est l'aspect politique international dans cette histoire. Parce que, en gros, on ne peut garder que les bateaux génois. Les autres, les bateaux de puissance neutre, ou même de puissance théoriquement alliée de Gênes comme la France, on les rend. Mais quel est l'intérêt? C'est que ça oblige ces puissances à négocier avec la Corse. Par exemple, il y a un cas où les Corses ont pris un bateau où tout est génois. L'équipage est génois, les contenus commerciaux sont génois, mais le commandant est français. Et donc ce bateau, ils vont le rendre aux Français, uniquement pour le commandant. Mais ça veut dire que la France, qui ne reconnaît pas du tout la Corse, est amenée quand même à négocier de fait avec le pouvoir corse. Autre élément, après j'en viendrai à une histoire plus précise. Le mieux serait aussi d'avoir un vrai port, parce que Centauri et Farine ne laissent pas vraiment des ports. Donc, pendant plusieurs années, il y a cette tentative d'avoir des ports. Alors, sachant que Bastia et Calvi sont imprenables. À Ajaccio, il y a la tentative de Masseria en 1763, si je me rappelle bien.
C'est une action de commando pour s'emparer de la citadelle et pour faire ouvrir les portes aux Corses. L'armée corse est autour. Ça échoue. Ensuite, il y a des essais avec les notables d'Algaiola, pour qu'ils cèdent Algaiola au pouvoir corse. Ils ne veulent pas. Hein. Là, on prête à Paoli la déclaration qu'il leur aurait faite, hein, de montrer la plage d'Île-Rousse et de dire vous voyez cette baraque de pêcheurs, je construirai ici une ville qui montera sur vos ruines. Donc, reste à créer l'Île-Rousse, au fond. Et avec des projets pour créer aussi des ports près de Bastia et d'Ajaccio, hein, qui n'ont pas existé. Île-Rousse, au départ, il n'y a pas d'habitants. Hein. Un voyageur anglais qui y va en 1766, il me semble, dit qu'il y a 40 entrepôts. Donc ça sert quand même au commerce corse, hein, c'est l'unique lieu, au fond, de contact sûr avec l'extérieur, mais il n'y a pas d'habitants. Petit à petit, il va y en avoir, hein, donc ça va devenir une ville à part entière. Alors, outre l'aspect affrontement, prise de bateaux ennemis, il y a un événement qui a eu une importance absolument capitale. Ça a presque trop bien marché, je dirais, vu le résultat. Hein. C'est l'affaire de Capraia. Capraia, vous voyez où c'est une île pas loin du Cap Corse. Hein. Et cette île, traditionnellement, faisait partie de la seigneurie d'Amar du Cap Corse. Et là, elle est sous le contrôle génois. Donc, l'attaque contre Capraia, qu'est-ce que ça a comme sens? Ça, on reprend ce qui est à nous. C'est un territoire qui était corse. Bon. Deuxième chose, si on y est, on va gêner encore plus le commerce génois. Troisième chose, on démontre la possibilité nouvelle pour les Corses de débarquer des troupes n'importe où. Parce que si on peut les débarquer à Capraia, on peut aussi les débarquer dans la Riviera de Gênes. Hein. Et donc, en février 1767, il y a cette expédition de Capraia. Là aussi, ce n'est pas une bataille navale, hein, c'est un transport de troupes de 300 hommes à peu près, par la flotte corse, sans doute à peu près toute, hein, parce que pour transporter ça, il fallait du monde. Les Corses s'emparent tout de suite du village de Capraia avec apparemment le soutien de la population, et ils assiègent le fort, le château. Et immédiatement arrive la flotte génoise qui les assiège eux-mêmes. Hein, la flotte corse est repartie. Elle intervient parfois par moment. Ça va durer 3 mois, ce siège. Hein. Ça dure 3 mois, et à la fin, bon, les Génois n'ont jamais réussi ni à ravitailler la garnison du fort, ni à débarquer, ça a échoué complètement, ni à empêcher les Corses de ravitailler leurs troupes. Et donc, au bout de ces 3 mois, le fort se rend devant la flotte génoise impuissante. Bon. Alors là, on a eu une vague, on peut dire, de fête en Corse, hein, d'une part, et puis une vague de terreur à Gênes. Puisqu'il y a par exemple un auteur qui dit que cet été-là, les notables de Gênes, les nobles, ne sont pas allés dans leur maison de campagne, de villégiature, par peur que les paysans, qui apparemment le disaient, que les paysans ne fassent appel aux Corses et ne les leur livrent. Hein? Donc, la peur d'une espèce de révolution alimentée par les Corses. Bon, Paoli aussi a sans doute eu tort d'exagérer, puisqu'il aurait dit la nation ira chercher la paix, les armes à la main, sur les marches de la seigneurie de Gênes, puisqu'on ne veut pas la lui donner de bon gré. Donc, ils ont peur. Ils sont en négociation avec la France depuis des années. La France, après les avoir soutenus, a vu qu'ils n'arriveraient jamais à reconquérir la Corse, et donc elle veut s'en occuper elle-même. Et c'est le début, c'est le moment où vraiment Gênes décide de laisser la Corse à la France. Donc c'est quelque chose de décisif. Et un autre aspect qui le montre, c'est le fait que dans le traité de Versailles, où la Corse est cédée à la France, il y a des clauses officielles, hein, qui sont connues tout de suite, il y a des clauses secrètes.
Et une des clauses secrètes, c'est que la France, en gros, peut faire ce qu'elle veut en Corse, mais en aucun cas laisser les Corses indépendants sur aucun lieu de bord de mer. Donc on voit que la peur des corsaires existait encore. Quand il y a intervention française, bon là il n'y a pas d'affrontement des deux flottes, hein, parce que la disproportion est trop forte, et il y aura assez vite soit des bateaux qui sont pris par les Français, soit des bateaux qui arrêtent la course, soit des bateaux qui s'en vont à Malte en particulier, qui font de la guerre de course pour Malte. Donc, ce que je voudrais citer, après on peut échanger un peu si vous voulez, c'est ce que raconte un officier français après la conquête, nettement après la conquête. Il parle des Corses, il dit « Ils ont conservé un étrange amour pour leur ancien pavillon et ils le hissent parfois à côté du français ou même tout seuls quand ils sont au large et qu'ils naviguent entre eux. » Donc ça montre quand même que cette mémoire de la marine paoline a existé longtemps. Voilà, si vous voulez intervenir. Si, Jean-François, ça peut être intéressant aussi d'intervenir par rapport justement à l'histoire des Corses avec la mer, qui était aussi à travers les corailleurs, par exemple. À travers les corailleurs, c'est vrai, on a tendance à penser que le danger uniquement la mer représente uniquement le danger, mais il y a toujours eu quand même une interface entre la Corse et la mer, parce que de toute manière, 1000 km de côte, il ne peut pas en être autrement. Sur un des panneaux de l'exposition, on a mis en valeur cette interface entre la façade maritime et la Corse, parce que évidemment à Ajaccio il y a la maison des corailleurs qui se trouve aujourd'hui dans la rue Fesch, qui était à l'origine le chemin d'accès. La rue Fesch c'était le Borgo, c'était le chemin d'accès, c'est pour ça que là, cette forme un peu courbe, elle suivait le rivage, ça permettait d'accéder aux portes de la ville, et le long de ce chemin d'accès va s'édifier cette case Montepagano, aujourd'hui connue sous le nom de Maison des Corailleurs. On est en 1770 quand elle a été édifiée. 1770, évidemment, c'est un an après 1769, ça ne nous aura pas échappé. Et 1769, c'est le départ de la République de Gênes de l'île. Donc, départ de la République de Gênes, c'est acté, les troupes s'en vont. Mais il y a aussi un élément qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est que la réglementation d'urbanisme de la République de Gênes est caduque. Et que dit la réglementation d'urbanisme de la République de Gênes dans les villes? C'est qu'il y a une clause d'alignement des maisons dans l'axe de la rue, parce qu'on doit pouvoir faire circuler les troupes, et il y a aussi une clause de non edificandi, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser, les maisons ne doivent pas dépasser 2 étages, puisque à l'origine on doit pouvoir surveiller la ville, mais aussi ses alentours, à partir du château de la citadelle d'Ajaccio. Et si les maisons dépassent 2 étages, évidemment, ça gêne la surveillance des soldats. Et donc, les maisons typiques de la période génoise ont 2 étages. La Casa Montepagano, en passant dans la rue Fesch, vous la regarderez, c'est affranchi de ce règlement, parce que justement, on est en 1770, et c'est un des éléments qui marque la rupture entre la période génoise et la période française. Alors, 2 mots aussi pour revenir sur le port de l'île aux Rousses, juste pour signaler que M. Harrig, il a dit, et ça a été édifié progressivement selon la volonté de Paoli. À l'origine, c'était un débarcadère, il y avait des entrepôts, un débarcadère probablement, et petit à petit, Paoli, voyant qu'il ne peut pas s'emparer, parce que la marine n'est pas suffisante, parce que l'alliance avec les Anglais n'est pas tout à fait concluante, voyant qu'il ne peut pas s'emparer des présides, des villes principales, Ajaccio, Bastia, Calvi, il va décider de développer ce qu'il peut, et ce qu'il peut, c'est justement l'île aux Rousses, parce que l'île aux Rousses, c'est entre Calvi et Gênes, donc ça permet justement d'attaquer assez facilement les navires de la République, les navires de commerce.
Voilà pour l'essentiel. Si j'ai oublié quelque chose, j'ai forcément oublié quelque chose. Non, mais oui, moi aussi. Oui. Île-Rousse, effectivement, c'est par là qu'entre visiblement, au moment de la conquête française, le peu d'aide extérieure que reçoivent les Corses, hein, notamment d'Angleterre, pas de l'État anglais, hein, mais il y a des souscriptions et du matériel qui arrive. Hein. Boswell en particulier a fait des souscriptions. Très bien. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des objections. Des contre-arguments. La première question est la plus difficile. Donc c'est toi qui vas la poser. La question, c'est par exemple, c'est vrai qu'il y a ce que vous disiez, le fanion finalement du drapeau, qui représente le drapeau corse aujourd'hui. Comment s'est imposé finalement ce fanion pour représenter la nation de Corse? Parce que bon, à l'époque c'était normal sur les bateaux, c'était le drapeau corse simplifié. Mais comment vous expliquez qu'on les gardait finalement? Est-ce que c'est cette nostalgie d'avoir une nation de Corse forte en mer? Et à ce moment-là, c'était un message à envoyer à la France, par exemple ou... Oui, probablement. Et puis, effectivement, il est plus facile, à la limite, à faire soi-même qu'avec les géants marins et compagnie. Oui. Mais c'est vrai que la manière dont il s'est imposé dans la Révolution corse n'est pas vraiment sûre, hein, parce que c'est un drapeau aragonais du Moyen-Âge, hein, sous la forme qu'il y a encore en Sardaigne, avec croix et quatre têtes. Et puis après, il y a un moment où visiblement c'est à peu près oublié, parce que Juan Paulo de Leque a un drapeau rouge et vert. Après, souvent, on a l'image de la Vierge Marie, hein, au début de la Révolution corse. Et puis à un moment donné, il ressort. J'ai vu un texte où on dit que les Corses ont arboré la bannière d'Espagne. Alors, est-ce que c'est celle de l'Espagne à l'époque, ou est-ce que c'est celle-là, hein? C'est possible aussi. Mais, enfin, en tout cas, ça a accroché. Bon. Il y a eu une période pendant le royaume anglo-corse où à Tunis, on avait arrêté des corailleurs corses parce qu'ils avaient ce drapeau. Et il a fallu que l'Angleterre dise « c'est aussi un drapeau à nous, lâchez-les ». Ils les avaient arrêtés parce qu'ils y voyaient une insulte, hein, des têtes coupées de morts, en fait. Donc ça se fait pas. Ben oui. Et le concept même de nation, ce qu'on disait au XIIIe siècle, il y a la nation picarde, etc., qui voulait dire la langue. En fait, oui, l'origine, hein, ça vient de natus, voilà. Au fond. Est-ce qu'au XVIIIe, elle avait sa pleine, je dirais, efficience, style, finalement, un concept qui vient plutôt du XIXe, hein. Donc, est-ce que c'est vraiment véritablement oui, la même chose? Je crois que c'est un moment qui est dans un entre-deux, hein, etc. Hein, parce que, par exemple, la Constitution, le préambule dit, d'une part, le peuple corse, légitimement maître de lui-même, etc., voulant assurer la félicité de la nation. Alors là, il y a une espèce de distinction entre peuple et nation, comme si le peuple, c'était plus le corps politique et la nation, l'ensemble des habitants. Mais c'est pas... ce qui est sûr aussi, c'est que la Corse elle-même, bien que ce soit une république, en fait, mais ne s'appelle jamais république, parce que c'est gêne, la république. Donc elle s'appelle nation. Hein. Et les drapeaux, les bateaux, c'est les bateaux de la nation. Et règne aussi, peut-être aussi. Et règne, oui, le royaume de Corse, oui. Et... oui, ce sont des notions... qu'est-ce que c'est que ces histoires où on essaie de créer des différences entre le roi, la nation et l'État? Il dit, la nation et l'État sont dans ma personne. Bon, donc... Alors si, moi j'ai encore une question. Parce qu'on parle justement dans l'exposition à un moment de la langue franque. Alors c'est vrai que c'est intéressant les bateaux parce que bon, il y a l'aspect de la guerre, mais il y a aussi l'aspect aussi du commerce et finalement de la position stratégique de la Corse au cœur de la Méditerranée et de ces échanges. Ah oui. Donc justement, on aborde à ce moment-là la langue franque qui joue un rôle important. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La lingua franca, bon, d'abord il faut voir qu'il y a eu des siècles d'affrontements entre les chrétiens et ce qu'on appelait les Turcs, qui en fait sont des habitants d'Afrique du Nord. Théoriquement,
soumis aux Turcs. Enfin, ce n'est pas des Turcs. Il y a eu des siècles de pillages réciproques, de bateaux pris, de gens réduits aux galères, etc. Mais en même temps, il y a aussi du commerce, hein, parce que, comme dit Thucydide, je crois qu'en deux armées restent trop longtemps face à face, elles finissent par se ressembler. En l'occurrence, elles ont fini par se ressembler. Et la lingua franca, c'est un moyen de communication, c'est en gros de l'italien très simplifié, sans conjugaison, avec l'infinitif, comme on peut dire, bon là il ne faudrait pas employer le mot, mais ce qu'on appelait du petit nègre en français, c'est-à-dire quelque chose de la base italienne, mais qui n'est pas réellement de l'italien véritable, et avec quelques aspects d'espagnol, quelques aspects d'arabe, hein, un mélange, et que ça ne sert qu'à ça. Personne ne parle de ça naturellement. Mais ce qui m'a frappé un jour, c'est que les propos contient les chants en l'honneur du bourgeois gentilhomme chez Molière, Dara, Dara, Bastonara, etc., on croirait que c'est inventé, que c'est bidon complètement, mais c'est de la lingua franca, c'est-à-dire que les Turcs, voilà, les Turcs parlent lingua franca, hein, comme il est normal. Et alors les échanges aussi ont été très, très poussés. On parlait de l'histoire des accords avec la Tunisie, parce que là aussi, Paoli fait preuve d'habileté. Hein, quand il y a un bateau tunisien qui fait naufrage sur la côte près de Chervion, et la population se met à le piller, quoi. Et Paoli fait mettre des troupes immédiatement pour protéger le bateau, et il fait savoir que le bateau est protégé. Et du coup, les rapports avec Tunis vont être excellents. Hein. Paoli reçoit des ambassadeurs et des cadeaux, un cheval et sa selle. Il y a encore des gens qui ont cette selle à Ajaccio, mais bon, je ne dirais pas qui. Non, pas de Soumik. Franck, est-ce que c'est aussi des succédanés des États francs, des croisades et tout ça? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, je pense qu'en l'occurrence... Quand on le lit chez Malouf, par exemple, oui, il évoque la confrontation entre le monde arabe et justement les Francs. Oui, les Francs, c'est les Européens de l'Ouest, quoi. Donc, oui, donc effectivement, je pense que ça vient, c'est dit en lingua franca, mais ça vient plutôt des Maghrébins qui l'emploient, parce que elle sert à leur communication avec les Francs en question. Oui, c'est un avant-goût de la globalisation, quoi. Ah oui, voilà. Le commerce faisant qu'on n'a pas le choix, il faut de toute manière échanger. Voilà, mais il y a des tas... Du volapuc. Il y a des tas de langues qui sont nées comme ça, hein, enfin on n'en est pas sûr, mais qui après ont pu devenir des langues à part entière, mais après avoir été des systèmes d'échange. Hein. Certains, je l'ai plus lu récemment, mais certains envisageaient ça pour l'anglais, hein, qu'au départ, ce soit une langue de communication entre germanophones, saxons, etc., celtes et romains, et que ça se soit progressivement transformé en vraie langue, hein, bien sûr. Ouais. C'est vrai qu'au niveau des conjugaisons, l'anglais, c'est assez... Oui, c'est ça, oui. À côté des conjugaisons latines. C'est pour ça. Peut-être aussi. Voilà. Très intéressant. Non, parce qu'après, c'est vrai qu'on peut avoir plein de questions. Je ne sais pas si d'autres personnes... Ah oui, mais il faut en profiter. Quand on parle de Capra, on pense à Achille Mourad. Vous le mettez comme un marin ou un terrien? C'est un terrien, Achille Mourad. Justement, ça montre quel est le sens réel de l'expédition. C'est qu'elle est commandée par Achille Mourad et il a sans doute des adjoints sur les bateaux, parce que lui, c'est un combattant à terre. Hein. Mais effectivement, l'essentiel, c'est le corps expéditionnaire qui est transporté et qui est dirigé par Achille Mourad, qui est une personnalité très, très forte. La possession, alors, ça a été rétrocédé à Gênes après la conquête française. Je parle de oui, ça a été occupé par les Français et recédé immédiatement à Gênes. Le garder, non.
il y a une singularité aussi avec Napoléon. C'est que, comme tu disais, c'était devenu l'amiral, en fait, c'était lui, Paoli. Hein. Paoli, oui. Et Napoléon a fait la même chose d'une certaine manière, parce qu'il voulait faire le débarquement dans l'Angleterre. Oui, oui, oui. Les deux n'ont pas été excellents. Non, parce que c'est... Ils ont été mal conseillés par leurs marins. C'est des métiers quand même.